pour nous les Marocains, on va vers une révolution. Le système, il n'est pas réformable. Pour une simple raison, c'est que la France colonise le Maroc depuis 1912 et derrière le régime marocain, il y a le régime français. Ils sont liés. Aujourd'hui, les entreprises françaises au Maroc, si vous voulez, du Maroc vers la France, il y a 100 milliards d'euros tous les ans qui partent du Maroc vers la France. Il y a un tiers des Marocains à l'étranger, depuis 1970. Un tiers des Marocains à l'étranger. Il y a un tiers des Marocains qui ont 1 euro par jour pour vivre. Aujourd'hui, la situation au Maroc, c'est vrai que dans les villes, on peut contrôler 20 février dans les villes, comme Taza, comme Rabat. Mais ce qu'on a vu à Taza, ce qu'on a vu dans le Rif, ce qu'on a vu dans le Moyen Atlas, ce qu'on a vu à Sidi Ifni et ce qu'on va voir dans les banlieues en France, ne peut être qu'un déclenchement d'une vraie révolution au Maroc, contre le roi du Maroc et pour l'indépendance, la vraie indépendance économique et politique au Maroc. Parce que la France se tient le régime marocain. Depuis 1 an, ils ont désigné un général qui s'appelle Général Ali, qui est un sioniste et qui est français. Et la France, il a envoyé 300 experts. Israël, il a envoyé 300 experts. 3 bateaux de gaz, 3 bateaux, si vous voulez, de munitions pour réprimer le peuple marocain. Donc, on ne peut pas, entre Marocains, se cacher la face. On va vers une révolution, mais les gens qui sont derrière le roi du Maroc, c'est la France et c'est Israël. Donc, nos ennemis, si vous voulez, on les connaît. Aujourd'hui, par contre, le rapport de force. La communauté marocaine en Île-de-France, qui est très importante, elle est très très importante, peut rentrer dans le conflit. Et les Marocains à l'intérieur du Maroc, si vous voulez, soit dans le Rif, soit dans le Moyen Atlas, soit Qabaïl Itba Amran, soit, si vous voulez, le Qabaïl Sahraouia, ils vont rentrer en conflit contre le régime marocain. Donc, il y a parmi nous, c'est vrai, le colonialiste français, ils ont créé une élite au Maroc, qui est fascisante, qui est à la solde de la France, qui est à la solde des entreprises françaises, et qui est liée au sionisme. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si les Marocains vont prendre un petit peu de temps pour, si vous voulez, faire la révolution, c'est à cause de nos frères marocains qui sont liés à la France. Et ça, on est prêt à prendre le temps qu'il faut, mais demain, mais ça ne sert à rien de rigoler, parce que tu es 20 février. Je pense. Non, mais si vous voulez, c'est dans les paltoks au Maroc, donc il y a à peu près plus de 100 paltoks. Et puis on peut rentrer, on peut discuter librement avec les 20 février au Maroc, mais c'est des sujets qui arrivent. Donc il faut savoir qu'on va vers une révolution, c'est entre nous les Marocains, ou bien on peut dire on veut vraiment y aller à l'indépendance, ou bien on peut dire non, on veut simplement éliminer le roi et garder la France comme si vous voulez. Aujourd'hui, la France, il est en jeu. Les entreprises françaises, ils sont en jeu. L'État d'Israël est en jeu. Donc, ou bien nous, les Marocains, on va dire, on veut libérer le Maroc, ou bien on veut dire simplement parce que ce que vous dites sur le roi du Maroc, il y a 1 an, les services français, ils ont dit, vous pouvez insulter le roi du Maroc, à condition de ne pas toucher aux Juifs et de ne pas toucher à la France. Je vous remercie. Merci. Non, moi, je vais faire une remarque sur le titre d'abord. Moi, je trouve que le terme de prédateur va très bien parce que la prédation marzalienne ne date pas de depuis des siècles. La prédation est une donnée fondamentale du Marzel. Quand le Marzel, c'est-à-dire il était en conflit, en guerre perpétuelle contre les tribus, quand les troupes du Marzel arrivaient dans les tribus, eh ben, c'est la destruction de toutes les ressources, le vol des troupeaux, ils s'emparent des céréales, des réserves de céréales. Donc la prédation date depuis des siècles. Sauf qu'actuellement, elle s'est capitalisée, en fin de compte, entre guillemets. Entre guillemets, elle s'est capitalisée. En ce qui concerne, parce que le Marzel est un système absolument unique en son genre, et il n'y a absolument aucune étude sur le Marzel. Moi, j'ai fait une étude sur le Marzel très détaillée, 350 pages, ça m'a été volé.
Je fais maintenant une remarque sur la fortune du palais. Les données chiffrées de Forbes sont fausses. Je le regrette. Parce que je vous cite une source bibliographique, le général Spilman, Georges Spilman, qui a écrit un livre de Le Maroc de 1912 à 1956. Et en 1953, quand Mohamed V a été déposé, la résidence générale a fait répertorier toute la fortune du palais. Elle se levait à ce moment-là à 2 milliards 500 millions de centimes. 2 centimes. 2 centimes. Et le livre est là, évidemment, il date de beaucoup. Mais ce qu'on appelle, à qui appartient le Maroc, qui a été écrit par Moumen Douéré, mais en réalité, ce n'est pas lui qui a écrit ça, parce que je le connais, c'est un groupe d'individus qui ont écrit ce bouquin, a signalé le chiffre de 40 milliards de dollars. Or, ces 40 milliards de dollars, dans un article dans les temps modernes, je l'avais avancé 2 ans avant. Donc, il y a quand même ce qu'avance Forbes est absolument faux. Et puis, il y a un fait qui a été oublié, qui n'a pas attiré l'attention des observateurs, c'est que Savimbi, l'opposant angolais, Hassan II l'a soutenu pendant 30 ans. Savimbi, qui menait la guerre contre le pouvoir central de Luanda, et venait souvent, son armée, qui se leva à la fin, quand il est mort en 2002, il a été formé à la base aérienne de Ben Guerir, près de Marrakech. 20 000 hommes, ils étaient équipés, et Savimbi venait souvent avec ses mallettes. La famille de Savimbi vit à Rabat, actuellement. Et puis, Savimbi a laissé toute sa fortune. Or, il se trouve que l'armée de Savimbi occupait les zones où il y avait des diamants. Donc, il y a une fortune colossale laissée par Savimbi en fin de compte, pour Hassan II. Et puis, Mobutu, je vous rappelle que Mobutu, il est enterré à Tanger. Sa famille vit aussi à Rabat. Il y a aussi le Shah d'Iran. Quand il est venu, il a laissé 34 milliards de dollars là-bas. Oui. Donc, en fin de compte, la fortune est absolument colossale. Et d'ailleurs, selon les indications que j'ai pu avoir, les diamants, les pierres sont conditionnés dans les coffres forts du palais, dans des sacs en plastique. Et puis les caftans, vous voyez les caftans qu'ils offrent aux femmes des ministres et autres, c'est vraiment de la pierraille, quoi. C'est de la caillasse, c'est pas des diamants. Merci. Avant de passer la parole au suivant, je réitère en fait mon appel à que les interventions soient un peu brèves. Comme ça, on laisse le temps pour tout le monde qui intervient. Et que ce soit vraiment des questions précises, comme ça notre intervenant puisse répondre. Bonsoir madame, je vous remercie. J'ai 2 petites remarques. La première, c'est par rapport au livre, et la deuxième par rapport à la personne qui a fait la première intervention. Par rapport au livre, s'il y a prédation, c'est que parce que le système le permet, c'est-à-dire les partis politiques. Jusqu'à présent, ils n'ont pas cherché à changer la donne. Et la deuxième remarque, c'est qu'il faut arrêter de fantasmer sur l'ennemi de l'extérieur, entre guillemets, mais plutôt faire un constat très simple. Ni les partis, ni le peuple aspirent au changement. Pourquoi? Les partis, parce que voilà, préfèrent tirer la part du gâteau, mais par contre le peuple, parce qu'on vit dans l'ignorance, parce que la majorité des Marocains, soit ils sont éduqués, il y en a d'autres qui ne sont pas éduqués malheureusement, notre génération, mais notre génération vit dans l'illusion. La majorité de la jeunesse marocaine vit dans l'illusion. C'est pour ça qu'elle ne se pose pas de questions métaphysiques sur l'économie du pays ou le régime politique. Tout simplement, la jeunesse marocaine n'est pas politisée. Elle n'a pas une conscience politique pour aller chercher et exposer des questions. C'est ça malheureusement, c'est le problème, c'est notre ignorance. Il faut arrêter de... Je voulais faire cette remarque pour enlever cette fameuse ambiguïté, l'ennemi de l'extérieur, patati patata. Il faut sortir de la maladie du sang. Mais il existe l'ennemi de l'extérieur.
Merci. Alors, le prochain, c'est le... Rachid. Le prochain, c'est Christine. Alors, on va prendre quelques interventions. Après, on s'arrête. Comme ça, notre intervenante va répondre. Et après, s'il y a besoin, on peut prendre d'autres interventions. Bonsoir. Je vais faire un petit peu l'avocat de diable. Désolé. Quand j'ai entendu la nouvelle de l'écriture du livre, je m'attendais à voir des chiffres, des nouvelles qui n'existent pas ou qui sont méconnues. Je vous rappelle que la majorité de chiffres qui étaient dans le livre, au Maroc, vous demandez à n'importe quel étudiant de deuxième année d'économie, il va vous sortir ça. Je crois qu'il y a un prof parmi nous, c'était mon prof, il peut vous confirmer ça. Une autre remarque, vous dites beaucoup le roi, mais la société, c'est pas du roi, c'est la famille royale. Donc le roi, c'est juste un actionnaire. Vous avez cité aussi l'article d'aujourd'hui. Vous avez dit que le holding royal a multiplié ses profits. Je donne juste la marge. La marge, c'est 50% de la famille royale. Le reste, c'est pas la famille royale. J'ajoute une petite remarque aussi par rapport le problème du Maroc, c'est pas le roi. Il y a aussi d'autres familles qui accaparent les ressources du Maroc. Je cite un petit exemple. Il y a un ancien ministre qui a sorti, à l'époque, il était ministre d'une sorte de loi pour qu'il soit la seule personne qui exporte une marchandise. Vous voyez la même chose pour les voitures. D'autres secteurs qui sont accaparés comme ça, et c'est pas que l'euro. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que le roi n'est pas le seul problème, il y a d'autres problèmes aussi qu'il faut regarder. Mais je crois que le problème majeur, c'est l'éducation. Je joins carrément la vision de monsieur. L'ignorance et aussi l'éducation, parce que quand on voit le système éducatif au Maroc, c'était à l'époque de Hassan II, donc c'est pas le roi actuel. Donc, c'est pas pour répondre. Après, il y a aussi, vous avez cité 2003, moi je vous dis que la raison, c'était pas l'attentat, mais c'était plutôt la faiblesse de l'Ittihad Sharaki à l'époque. L'Ittihad Sharaki, quand il a pris le pouvoir, il avait plein d'espoir. Pas mal de monde qu'ils ont attendu des résultats, et malheureusement, on n'a eu rien. La preuve, c'est qu'on voit la radio aujourd'hui parmi les grands riches de son parti. Donc il n'y a pas que le roi, il y a le parti, il y a des gens qui profitent du système, il y a des familles. Et je crois que c'est un rapport de force. Chacun essaie de profiter de jeu, de gâteau. Malheureusement, aujourd'hui, il y a le PGD, il y a le Grand Espoir pareil, donc on espère qu'il y a autre chose, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va faire. Alors, avant de passer la parole à d'autres intervenants, je donne la parole à Madame Grassi. Je suis juste son voisin, ça évite. Derrière. Ça évite du va-et-vient. D'accord, merci. Donc, je vous demande un peu de tolérance et un peu de patience. Je vais prendre quelques petites minutes. Je vais d'abord répondre au premier intervenant. Il a dit beaucoup de contre-vérités. Je vais essayer d'un petit peu de résumer les choses. Je ne vais pas citer point par point. Un peu de tolérance. Je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, mais on est dans un pays de liberté et de démocratie, donc un peu de tolérance. Vous avez parlé sur le monopole de la société française. Vous avez parlé de l'image du Maroc. Vous avez parlé de la procédure de conformité. Vous avez omis une chose, que le Maroc change. Récemment, dernièrement, il y avait un vote d'une nouvelle constitution. Il y avait des élections. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y a un peu de tolérance. S'il vous plaît, un peu de tolérance. On donne la parole à tout le monde. Tout le monde a droit de s'exprimer comme il veut. Alors, juste une remarque. Veuillez être bref, comme ça, je vais essayer. Tout le monde. Je vais essayer. Donc, il y avait une nouvelle constitution, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est autre chose. Dans une démocratie, soit on entre dans le jeu politique, soit on sort et les absents ont toujours tort. Il y avait un nouveau parlement, il y avait un parti politique qui n'est pas aimé par le Mazen, qui est le PGD,
qu'on le veut ou qu'on ne veut pas, elle est là, elle est sur le règne du pouvoir, qu'on nous laisse le temps de travailler, après on critique. Je pense que si vous avez pris le temps d'analyser ces deux points, à la fois le vote de la nouvelle constitution et le Parlement, vous aurez dû changer beaucoup de vos commentaires. Alors je reviens sur la journaliste qui a écrit un livre qui a fait beaucoup de mal à des Marocains résidant en France et des Marocains qui résident au nord de la Méditerranée. Parce que chez nous, au Maroc, qu'on veut ou non, c'est un pays musulman, de confession musulmane, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, chacun son point de vue. Mais la majorité des musulmans, la majorité des Marocains est de confession musulmane, on doit les respecter un petit peu dans ce sens-là. Vous avez parlé sur les années du M6, qui a appauvri le pays, qui a creusé une disparité, alors que, un exemple simple, et vous avez cité beaucoup de chiffres, 14 milliards de dirhams ont été investis en faveur de l'NDH. Je vous donne un chiffre simple, et j'habite Rabat et Salé juste à côté. Ils ont dépensé l'équivalent de 80 millions d'euros pour construire un centre pour les handicapés. Si on s'intéresse aux handicapés et on dit qu'on méprise, on fait une disparition, il y a un problème quelque part. Deuxième point, vous avez... Oui, je vais... Bref. S'il vous plaît. Oui. Je ne parle pas de la situation économique et la situation sociale. Je pense, si vous suivez les informations au Maroc, c'est un projet qui a duré plus que 3 ans. Et aujourd'hui, le pauvre Marocain, avec 12 euros par an, peut se soigner dans les hôpitaux. Avec 12 euros par an, et peut se soigner dans les hôpitaux. Qu'est-ce que tu fais des Dernière chose importante, dernière chose, au Maroc actuellement, nous avons, il est acté, vous pouvez rire, il est acté de la constitution marocaine un conseil de concurrence présidé par un gauchiste qui a fait ses études en France, M. Abdel Amour, qui est le patron de ce constitutionnel. Donc c'est très important de vous réserver. Merci. Juste je vous prie en fait, s'il vous plaît, silence s'il vous plaît, on a des gens qui veulent poser leurs questions, on a des interventions, on peut avoir des divergences dans la salle, mais s'il vous plaît, que tout cela reste dans le respect et dans une ambiance démocratique, comme ça, tout le monde aille sa chance de s'exprimer. Maintenant, je donne la parole à Madame Gracier pour répondre, après je donne la parole au suivant. Merci. Merci, je serai rapide. Moi, l'intervention qui m'a le plus interpellée, c'est l'intervention de monsieur là-bas. Parce que je pense effectivement que si cette situation de prédation est possible, c'est parce qu'on laisse faire aussi quelque part. Et effectivement, je pense qu'il avait effectivement raison de souligner qu'il y a un problème de manque d'éducation politique, d'apolitisation de la société, peut-être d'ignorance, parce que le taux d'illettrisme est malheureusement extrêmement élevé au Maroc, et aussi, je pense que vous soulignez à juste titre que les partis politiques avaient une responsabilité écrasante, et ça me semble absolument évident, que ce soit les partis de gauche, l'USFP ou autres, les partis plus conservateurs comme l'Istiklal, ils font partie du régime, ils sont le Marzen, ils cautionnent ce système, tout simplement, parce qu'eux on récupère des miettes. Alors en ce qui concerne le PJD, là maintenant c'est un petit peu différent, parce que c'est effectivement un parti que Mohamed VI et Fouad El-Grima détestent, vraiment, viscéralement, détestent les islamistes. Ils sont arrivés au pouvoir parce que sans doute le régime craignait-il qu'une vague révolutionnaire l'emporte comme c'est arrivé en Tunisie ou en Égypte. Sur le PJD, vous avez une base et des cadres qui sont sincèrement épris de démocratie et qui souhaitent sincèrement changer les choses, mais malheureusement, la tête du parti politique est totalement acquise au régime, à la monarchie. Monsieur Ben Kiran s'est toujours dit, a toujours défendu l'institution monarchique. Je ne dis pas qu'il a défendu la personne du roi, Mohamed VI, mais en tout cas, il a défendu l'institution monarchique.
Donc ça, voilà, faut pas l'oublier. Donc si on fait les comptes, qu'est-ce qui reste comme force qui serait susceptible de faire réellement bouger la situation? Quand on voit que les islamistes de Alaa Abdel Hassan ont quitté le mouvement en décembre, on ne sait trop pour quelle raison, enfin, c'était un peu flou, mais ne se sont pas exprimés de manière très transparente dessus. Voilà, on peut les retirer. Donc restent deux composantes, les gens qui constituent le 20 février aujourd'hui, et puis moi, à mon sens, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui est l'armée. On en parle très peu, c'est la grande muette, mais si on creuse un petit peu, on sait qu'il y a des jeunes officiers qui sont sincèrement révoltés par la situation de prédation royale d'une part, mais aussi et surtout par la prédation pratiquée par leurs généraux qui sont bien connus au Maroc. Donc voilà, donc là il reste que ces deux forces-là. Donc est-ce que ça sera assez pour faire changer le système, pour faire pression sur le système? Ça on verra plus tard. Donc je pense que c'était vraiment important, voilà, de souligner que ce qui se passe aujourd'hui, c'est rendu possible aussi parce qu'on l'a laissé faire pendant des années et des années, et qu'on a laissé le Marzen se développer et étendre ses tentacules telle une pieuvre. Juste pour les deux messieurs là, qui étaient juste là, c'est courageux de prendre la défense du système dans la salle aujourd'hui. Je m'exprimerai juste sur le vote de la Constitution. Permettez-moi de ricaner, une Constitution qui est votée à 98%, ça s'appelle un score nord-coréen. C'est pas démocratique. Alors, s'il vous plaît. Tout à l'heure, en fait, j'étais pour votre défense, pour que vous continuiez et pour que tout le monde parle. Alors, laissez, s'il vous plaît, les autres s'exprimer. Merci. Juste une réforme constitutionnelle qui est votée à 98%, c'est n'importe quoi, les chiffres sont truqués, c'est une évidence. Même Ben Ali, à la fin de son règne, n'osait pas se faire réélire à 98%, il se faisait élire à 92%. Bon. Et on voit ce qu'il n'a pas réussi. En ce qui concerne les élections législatives, là c'était vraiment intéressant. Parce que je pense que même si le taux d'abstention était en réalité beaucoup plus élevé que celui qui a été annoncé, patati patata, je pense que ça reste quand même des élections les plus transparentes qu'a connu le Maroc depuis longtemps. Je ne dis pas qu'elles aient été totalement transparentes, je dis qu'elles sont certainement parmi les plus transparentes qu'a connu le Maroc, et il faut reconnaître au régime d'avoir nommé un gouvernement, un Premier ministre qui correspondait au vote des électeurs, qu'on soit d'accord ou non avec le programme du PJD. Ça c'était pour répondre à votre question. Ensuite, il y avait une personne qui parlait des chiffres qui étaient connus. Voilà, c'était vous. Hein. Oui, tout à fait. Nous, on ne nie absolument pas avoir utilisé les travaux universitaires et journalistiques faits par des journalistes marocains et universitaires au Maroc. Nous avons un certain nombre de renvois vers ces études, et bien sûr nous rendons hommage à ces gens qui ont constitué ces chiffres. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce que sinon on aurait bien eu du mal. Par contre, je pense quand même aussi qu'on a apporté quelques scoops. Je pense notamment qu'on est les seuls à qui M. Raleigh Loudreri, l'ancien patron de Al-Tijari Wafa Bank, est parlé. Je pense qu'il ne reparlera plus jamais aujourd'hui à l'heure qu'il est. Donc il a été pour cause, il a été gracié. Voilà, donc ça je pense qu'obtenir cette interview, ça relève, c'était vraiment difficile à avoir, et je pense qu'il ne reparlera plus. Donc je pense qu'il y a là dans son témoignage qui montre comment la justice peut être instrumentalisée, comment le Marzen peut broyer l'un des siens dès lors qu'il fait un peu d'ombrage au conseiller ou au roi. Je pense que c'est un témoignage inédit et qui est vraiment très fort. Voilà. Alors, je me permets de répondre parce qu'il y a une remarque qui m'a été destinée, que j'avance des choses qui n'existent pas et que le Maroc avance. Vous dites en fait que la Constitution a changé. Bon, j'ai devant moi quelque chose qui dit que le roi nomme et revoque les gouvernements. Le roi préside le Conseil des ministres. Le roi préside le Conseil supérieur du pouvoir juridique. Le roi est président du Conseil constitutionnel. Le roi est commandant suprême des forces armées royales. Le roi préside le Conseil supérieur de sécurité. Le roi préside le Conseil supérieur des imams. Le roi nomme 6
des 12 membres du Conseil constitutionnel. C'est un dieu celui-là, c'est plus un roi ça. Alors, franchement, alors même, je vais être bref à mon tour. Alors, je vous renvoie au rapport par exemple de Human Rights Watch qui constate la torture qui existe toujours au Maroc. Je vous renvoie à son rapport aussi qui démontre l'harcèlement au quotidien des gens qui ont par exemple appelé pour le boycott. Ça c'est pour moi et j'ai été bref. Donc la prochaine intervention c'est Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour vos écrits parce que j'ai tout le courage qu'il faut pour écrire des livres comme ça. Et je sais que la plupart des gens qui se hasardent à faire des écrits comme ceux-là sur le Maroc ne connaissent souvent pas les conséquences de ces écrits-là. Ils n'ont pas souvent la vision de l'impact que ça a. J'espère que vous pouvez nous parler aussi par rapport aux médias, parce que comme vous faites partie aussi de ces médias français, les barrages que vous avez connus, parce que c'est très intéressant un peu. Même moi, j'en étais extrêmement étonné que dans un pays où on n'arrête pas de prôner la liberté d'expression, on puisse à un moment donné autant se terrer quand il s'agit du Maroc et de la monarchie marocaine. Je vais juste faire une toute petite aparté par rapport au monsieur qui était là-bas, qui a pris la... On peut parler très librement ici, hein. Mais par contre, malheureusement, on n'aura jamais l'occasion de faire un débat comme ça, en tout cas pas pour le moment au Maroc sur ce livre-là. Le jour où on le fera, à ce moment-là, je dirais oui, le Maroc est une démocratie. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de révolutionnaire. Et donc ma question est très simple. Je pense que vous avez eu l'occasion de parler de cette prédation-là aussi avec les gens au Maroc. Nous aussi, on a eu l'occasion de leur dire voilà, le roi il fait ça, 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 il fait ça. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a l'impression que les gens, ils ont une certaine, limite une fascination, en tout cas pour une certaine tranche de gens, c'est qu'il y a eu cette fascination-là. Alors malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir si vous abordez dans votre livre ce côté-là un peu psychologique des Marocains qui voient en leur roi un homme d'affaires extrêmement riche, extrêmement puissant, quelque chose de fascinant pour eux, et que c'est limite un modèle, quoi. Ils aiment bien se dire que le commandeur des croyants a des casinos à Monaco ou autre, bon, il s'est retiré parce que ça a fait scandale, mais voilà, il y a ce mythe-là, cette contradiction-là perpétuelle chez les Marocains, de pouvoir penser ça, et vraiment je veux croire en vos écrits prémonitoires, comme ça a été le cas pour la Tunisie, donc je me dis d'ici 1 an et demi peut-être que ça atteindra, et je voudrais vraiment que vous disiez quel est l'impact que vous concevez à travers ce livre-là chez la population marocaine dans ces différentes catégories socio-professionnelles. Merci. Alors, juste pour rappeler, il y a une liste d'intervenants. On va à chaque fois prendre 3 ou 4 interventions. Comme ça, on laissera la parole à l'intervenante. Merci. Bonjour, merci. Et je vous remercie pour l'organisation de cette rencontre. Je veux bien commencer par la fameuse citation d'Ibn Khaldoun. اجتماع الإمارة والتجارة مضرة بالرعية. La réunion des pouvoirs politiques et le commerce est la ruine des sujets. Donc là, on est clair, la monarchie marocaine, que ce soit Mohamed VI, que ce soit son père Hassan II, les ancêtres, tous les Alaouines, la dynastie, le Marzen, ça fait 4-5 siècles, se basent sur le pouvoir économique. Ils savent très très bien qu'il faut multiplier leur fortune et mettre la main sur ce qu'on appelle al-riqab ou al-ibad ou al-bilad, sur les gens, à la fois la terre, l'économie, etc. Tout en utilisant le pouvoir religieux, politique et la justice. Parce que, par exemple, l'accusation d'atteinte aux valeurs sacrées du royaume n'a fait qu'augmenter pendant la première décennie de Mohamed VI, son pouvoir, etc. Et jusqu'à récemment, contre par exemple le Haqad, etc., les exemples vraiment se multiplient de plus en plus. Et puis, il n'y a pas une coupure vraiment entre le régime Mohamed VI et Hassan II, c'est une continuité. Et lui-même,
dans ses premiers discours, l'a dit « Je suis les pas de mon père ». Et son père l'a déclaré carrément, et là les Marocains, ils connaissent vraiment « Je vois quel béquit afin que ton chien te suivra ». Ça rentre dans la prédation, ça rentre dans le pouvoir absolu, ça rentre. Et affamer, c'est pas juste ici. Affamer les ventres, mais affamer aussi les cerveaux. Et c'est ça aujourd'hui les Marocains. La moitié pratiquement sont des illettrés. Par exemple, les informations, les chiffres que Madame et Eric ont ramené, c'est pas vraiment, c'est pas nouveau ça. Il suffit de lire, de suivre et de regarder, juste observer la réalité. Chaque jour on paye de plus 10 centimes ou je ne sais pas combien pour le lait, pour le sucre, etc., etc. Donc c'est un régime pour l'instant qui est en train d'utiliser sa dernière roue de secours, qui est le PJD. Et le PJD, il défend, c'est pas juste l'institution monarchique, mais même le roi en personne. Ben Kiran, lors de sa première déclaration télévisée, il a dit, c'était le garant de la prospérité après Dieu, c'est Sahib Jalal, sa majesté. Donc là, et juste dernièrement, il le dit, il le redit, la monarchie est une conviction. Donc, on sait très bien que c'est un jeu, je vais terminer là, le système est épuisé, il joue, il utilise ses dernières cartes. La dernière carte pour lui, c'est le PJD qui n'a pas été utilisé avant parce qu'il a consommé l'USFP, il a consommé d'autres parties. Donc après PJD, on se demande qu'est-ce qu'il va utiliser après. Donc, merci. Merci. Bon, je tiens à remercier la jeune qui vient d'intervenir sur cette question-là. Des références à Moukhaldoun, je trouve quelque chose de très important. Alors moi je voudrais tout d'abord, parce que pour que le débat soit vraiment aille à l'essentiel, qu'il évite. Excusez-moi, c'est qui parle, parce que je ne vois pas du tout. En fait. Excusez-moi. Qu'il évite les dérapages. C'est que nous avons besoin de débat, de réflexion, d'approfondir les différentes questions. Et le déni de réflexion, c'est le plus dangereux. Il y a toutes les questions qui sont soulevées. Je n'ai pas encore lu le livre, mais les questions, j'ai lu des choses là-dessus, au niveau des articles de presse. Les questions que vous soulevez méritent d'être approfondies, vraiment. C'est-à-dire sur chaque cas. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de Tijari Wafa Bank, il y a un travail nécessaire à mener d'enquête sur le rôle de Tijari Wafa Bank. Et comme on est dans l'immigration, il faut savoir une chose, c'est que les banques qui sont là, qui pompent l'argent des immigrés, ne restituent pas grand-chose là-bas au Maroc. Ça veut dire que toutes les questions qu'on soulève, mérite un approfondissement. Et le déni de réflexion, c'est grave. Moi, je considère votre apport est important sur le plan économique, qui mérite d'être approfondi sur énormément de questions. Il y avait un déni, parce que moi, je fais partie d'une génération qui a connu l'époque de la répression de ce qu'on a appelé les années de plomb. Et il y avait un livre que tout le monde a entendu parler, évidemment, Notre ami le roi de Gilles Perrault, où il y avait un déni par beaucoup de Marocains, y compris ici dans l'immigration, alors que le livre, Notre ami le roi, a révélé un certain nombre de questions fondamentales qui ont été reconnues après. Le cas de Tazmamat a été un exemple flagrant où Hassan II, dans une conférence de presse, a osé dire que Tazmamat n'existe pas. Et qu'on s'est rendu compte, après, qu'il y a eu un certain nombre vraiment de graves atteintes aux droits humains. Je voudrais, parce que
j'ai beaucoup de choses à dire, mais uniquement sur une question qui mériterait aussi approfondissement. C'est les supercheries de ce qu'on vit. Sur la question de l'INDH, parce qu'il y avait une allusion à l'INDH. On a présenté cette initiative comme un génie du roi et financé par le roi à un certain moment au début. Alors que l'INDH, il faut le savoir, c'est une initiative des Nations Unies dans le cadre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs du millénaire développement sont financés jusqu'à nos jours par des financements au niveau mondial, aussi bien des Nations Unies, du PNUD, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, et ainsi de suite. Et le Maroc bénéficie de cette manne comme beaucoup d'autres pays. Et on a présenté ça, c'est la supercherie énorme, comme si c'était des projets qui sont grâce à la volonté royale. Merci. Bonsoir. Je tenais à vous remercier pour la qualité de votre livre que j'ai lu dès le début. Je vais vous poser des questions rapidement, je ne vais pas faire une intervention trop longue, je vais vous poser des questions. Avant la sortie de votre livre, j'abonde dans le sens de la personne qui a posé la question tout à l'heure. Avant la sortie du livre, vous avez reçu des pressions. Et si oui, de qui? Est-ce que c'est des proches du palais? Est-ce que c'est ici des hommes politiques français de gauche ou de droite? De qui vous avez reçu des pressions? Est-ce que vous avez reçu des pressions des médias ou d'hommes de pouvoir? Voilà. Est-ce que votre entrée dans le territoire marocain vous est-elle possible aujourd'hui? D'après vous, quelle sera l'attitude du futur gouvernement français dans l'hypothèse d'une victoire, par exemple, du Parti socialiste? Est-ce que vous pensez que la France continuera ses compromissions avec le Marxen encore? Et la dernière chose que j'aimerais vous dire... Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Vous laissez parler. Et laissez le monsieur parler. Là, par contre, il pose des questions un peu concrètes, comme ça on... Ouais, je vous pose des questions, et là je vous pose la dernière question, et après je vous laisse la parole. Par rapport au livre qui s'est très bien vendu, et je salue d'ailleurs le fait qu'il se soit aussi bien vendu, ce qui permet à de nombreuses personnes de connaître la vérité cruelle que le peuple marocain vit, même sans le connaître. Est-ce que vous, avec cet argent que vous avez eu et ces bénéfices, est-ce que vous allez en donner une partie, éventuellement, à des associations comme le mouvement du 20 février, qui œuvrent pour la dignité du peuple marocain? Je vais essayer d'être bref. Donc, sur la première intervention, sur le boycott des médias français, alors oui, je vous confirme, le bouquin est totalement boycotté. Si on fait maintenant, allez, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est sorti, il y a eu un service de presse entier qui s'est mis dessus à fond, hein, pour essayer que les médias en parlent, et ils n'ont pas, le service de presse du Seuil n'a vraiment pas ménagé ni ses interventions ni son énergie pour des résultats assez piètres, il faut le dire. Donc on a eu quelques articles en presse écrite, je pense notamment à l'hebdomadaire Marianne, qui a fait 2 très bons articles, à l'Express, qui en a un petit peu parlé dans une brève de 3 lignes, je crois, doublé d'une interview d'Éric Laurent sur Internet, un article du Monde assez ambigu, mais globalement le bilan est vraiment très maigre. On a par contre, et là ça devient très paradoxal, bénéficié d'un vrai support d'El País, le grand quotidien espagnol, le grand quotidien madrilène, qui a sorti les bonnes feuilles du bouquin, et puis qui en guise de remerciement a été censuré au Maroc, avec à la clé de vrais problèmes pour le journaliste qui traite le Maroc au sein d'El País. Et puis aussi, nous ont beaucoup aidé les sites web marocains. Je pense à Lacom et à Good, Good qui a certes fait quand même des articles assez durs contre le livre, mais qui en a quand même parlé à plusieurs reprises, et Lacom qui est dirigé par l'excellent journaliste Ali Anouzla, qui en a parlé à plusieurs reprises. Donc je pense qu'on a eu beaucoup plus d'écho dans les médias étrangers, y compris les médias indépendants marocains,
parce que ça se passe aujourd'hui beaucoup sur le net, plutôt qu'en France. Oui, j'oublie pas bien sûr l'hebdomadaire tel quel, qui a sorti les bonnes feuilles concernant notamment le chapitre sur Khalid Oudreri. Donc voilà, pour ce qui est du boycott médiatique, il est total. Il est à 100% en matière de radio en France, puisque nous n'avons été invités sur aucune radio, même pas France Info, qui a pourtant l'habitude de m'inviter moi et Éric Laurent chaque fois qu'on sort un bouquin. On a eu RFI, mais c'est une configuration un petit peu différente. C'est quand même une radio à destination beaucoup du continent africain. Voilà. En télé, on a eu TV5, mais sur le reste, France 3, il avait été question à un moment donné qu'on puisse y aller, et puis non, finalement non. France 2, rien du tout. TF1, le jour où Bouygues invitera des gens qui critiquent le roi du Maroc, les poules auront les dents. Donc voilà, donc effectivement, pour répondre à votre question, un boycott total. Ensuite, il y avait une question sur les pressions, je crois que c'était la dernière intervention. Donc, pression, alors, menace, il y a eu après sortie du livre, menace, il y a eu, notamment formulée via Internet, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Pression, en fait, on a été assez discret. Donc les services secrets, puisque c'est de ça dont on parle, ont su assez tard pour le livre, que ce soit en France ou au Maroc. Voilà. En France, ils s'en foutaient un peu, parce qu'on était en période de campagne présidentielle, et puis il y a d'autres affaires beaucoup plus graves, comme l'affaire Karachi. Bon, voilà, là, ça va effectivement mobiliser la DCL. La DST marocaine, ou Fouala El Hima, voilà, ils l'ont su assez tard. On avait déjà amplement commencé l'écriture du bouquin. Les sources étaient protégées. Il n'y a jamais eu vraiment d'échanges sur Internet. Il n'y a jamais eu de coups de fil compromettants. Tout s'est passé de manière codée ou s'est passé en direct. Voilà. Donc sur ça, je pense qu'on a quand même réussi à préserver certaines sources et à faire qu'il n'y ait pas eu trop d'interférences de la part des services secrets. Je pense notamment à la JED ou à des DST marocaines, puisqu'ils l'ont su relativement tard. Ils ont quand même fini par le savoir, évidemment. Sur les hommes politiques français, on n'a pas spécialement jugé utile de les contacter au vu de leur compromission avec le Maroc. On a demandé bien sûr quelques interviews, mais qui n'ont pas spécialement abouti. Donc on ne s'est pas trop entêté de ce côté-là. Voilà. Moi j'avais déjà eu l'exemple tunisien qui montrait qu'il peut y avoir de la part des politiques français malheureusement une vraie cécité à l'égard de ce qui se passe au Maghreb. Donc voilà, on a fait le nécessaire, mais on n'a pas harcelé. Par contre, on a pu rencontrer des diplomates européens, des différents pays européens. Là, c'était vraiment intéressant, parce que c'est des gens qui ont, dans certains cas, parlé, réellement parlé, que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg ou à Rabat. On a eu des informations, des témoignages de gens dont je ne citerai pas le nom du pays, parce qu'ils ont vraiment demandé un vrai anonymat, mais des gens qui connaissent très bien le Maroc, voilà, et qui sont assez estomaqués par ce qui peut s'y passer aujourd'hui. Voilà. Alors pour revenir ensuite sur l'allusion à Ibn Khaldun, la réunion du pouvoir politique et économique, moi cette citation, votre intervention, me fait penser en fait qu'au Maroc, on commence à avoir ce qu'on a eu en Tunisie, en Égypte et en Libye, quelque temps avant les différentes révolutions qui ont entraîné les régimes, à savoir qu'on avait une famille ou un clan contre le reste du peuple, contre le reste du pays. Tunisie, on avait les Ben Ali et les Trabelsi contre les Tunisiens. En Égypte, on avait la famille Moubarak contre les Égyptiens. En Libye, la famille Kadhafi contre les Libyens. Et au Maroc, on a l'impression qu'on commence maintenant à voir certains Marseille, mais aussi une famille qui commence à se retrouver face aux Marocains. Donc, est-ce que ça va aller jusqu'à ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, ça je ne me prononce pas, je ne sais pas. En tout cas, je réalise qu'on commence à avoir des similitudes. En tout cas, le jour où les Marocains ne voyaient plus leur seigneur dans la lune, je pense que... Merci. Ensuite,
En ce qui concerne l'apport du livre qui doit être approfondi, moi je pense effectivement c'est un livre de journaliste qui a été écrit par un journaliste français. On n'est pas marocain. Voilà. Maintenant, on aime le Maroc, mais on n'est pas marocain. Donc maintenant, je pense effectivement que c'est aux Marocains du Maroc ou de l'immigration de prendre la relève, d'approfondir. Nous, on a souhaité faire un livre qui soit quand même compréhensible par le plus grand nombre. Donc effectivement, sur Attijari Wafa Bank, il y a beaucoup à dire et à mettre en équation et en chiffres cette banque royale. On a fait le choix de rester quand même dans un langage accessible au plus grand nombre, qui était un objectif du livre. Mais je pense maintenant, oui, effectivement, c'est à vous, Marocains, de faire le reste du boulot. Nous, on est juste journalistes, on a fait un travail d'enquête. Et on vous livre maintenant voilà, ce travail à vous, lecteurs, et c'est à vous voilà, d'approfondir ou de réfléchir à ce que peut éventuellement, ce que veut dire ce livre, ce qu'il apporte. En ce qui concerne la question sur le Parti Socialiste et François Hollande qui pourrait peut-être être élu président, écoutez, là je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je sais que si c'est Sarkozy, ça va continuer tout pareil, voilà, puisque visiblement la leçon tunisienne n'a pas servi. Les déclarations d'Alain Juppé au Maroc sont sans illusion. Je pense qu'il n'y a pas d'illusion à avoir. Nicolas Sarkozy est dans une relation de chef d'État à chef d'État avec Mohamed VI. C'est là que se dealent les grands contrats, essentiellement. Il y a une volonté de ne pas déstabiliser, de ne jamais déstabiliser l'ami marocain. Jamais. Tout simplement jamais. Alors, est-ce que de la droite, est-ce que c'est parce que Hassan II a en son temps abondamment financé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un parti pris. Sur la gauche, c'est difficile de se prononcer. Je ne me prononce pas là, je ne sais pas. François Hollande ne passe pas ses vacances à la Mamounia, n'a pas d'affinité particulière avec le Maroc. Des SK, je pense que c'est terminé là, d'accord. Et voilà, donc sur François Hollande, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas d'idée. Ce qui est sûr, c'est qu'au sein du Parti Socialiste, il y a des gens qui, du temps de Mitterrand, étaient très proches du Maroc et étaient assez corrompus par le Maroc. Maintenant, je ne sais pas du tout si ces gens-là seront amenés à être au gouvernement ou non, je n'en ai absolument aucune idée. Voilà. Alors, je viens de m'apercevoir en fait qu'il y a encore 9 interventions et on a une demi-heure pour quitter la salle. Alors, je vous demande s'il vous plaît d'être bref. Alors, donc, je vais donner on va, c'est pas en fait ce que Madame Garcier propose, parce qu'elle aussi en fait, c'est peut répondre à toutes les questions, parce que son état de santé, c'est pas qu'il le cache. Donc, j'appelle encore que les interventions soient des questions précises. Comme ça, tout le monde aura sa chance de s'exprimer et pour qu'on laisse la parole, enfin, pour l'intervention. Merci. Bonsoir tout le monde. Certainement, vous êtes au courant que votre livre se télécharge sur Internet. On laisse faire, hein? Oui, étant journaliste d'investigation, je me demande, je pose la question, à votre avis, qui est derrière cette idée satanique de passer le livre sur j'ai une petite idée, oui, très bien. J'ai une hypothèse, je me demande si ce n'est pas les milieux sécuritaires qui ont opté à ça, comme ça ils dissuadent les autres à écrire sur le Maroc, et ils poussent la maison d'édition à la faillite. C'est possible. Concernant au moins pour ce livre, c'est pas la faillite de toute la maison, mais au moins pour ce livre, ça ne sera pas rentable. Voilà. Alors, merci. Les services marocains, la JED, pour la citer si elle est présente dans la salle, a réussi à pirater le bon à tirer du bouquin, c'est-à-dire
dire, le bon à tirer, pour information, c'est la dernière version du manuscrit. C'est celle où nous apposons nos dernières corrections. Et c'est la version qui part ensuite chez l'imprimeur. Donc on sait, avec une certitude absolue de 100%, que la GED a piraté cette version, qui est celle qui, dans un premier temps, a circulé. Je sais que c'est la fameuse version du BAT, la dernière, puisque j'ai lu sous les yeux. Donc je sais très bien quelles sont les 3 dernières modifications que j'ai apportées au livre. Enfin, et que Eric a apporté aussi d'ailleurs. Donc on a vu qu'ils avaient bien la dernière version. Alors la question qui s'est posée, c'est est-ce que ça a été piraté chez l'éditeur? Est-ce que ça a été piraté chez l'imprimeur? Ou dans un transfert internet? On ne sait pas. Nous, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'entre l'éditeur et les auteurs, il n'y a jamais eu d'échange internet du bouquin. Jamais arrivé. Tout s'est passé sous forme de clé USB remis en main propre. Même pas par coursier, en main propre. Ensuite, le seuil, il y a quand même un serveur minimum sécurisé, parce qu'il leur arrive de traiter d'ouvrages un petit peu sensibles. Voilà. Donc toujours est-il que hacking informatique de haut niveau, il y a eu. Et qu'une partie de cette version, cette version a en partie circulé sur Internet. Maintenant, celle qui circule actuellement, donc qui a été mise sur ce fameux site américain dans un premier temps, c'est pas la version piratée. Voilà, c'est une autre version. Je pense que c'est plutôt, alors je sais pas, ou c'est une version Kindle Amazon qui a été détournée. Tout simplement, quelqu'un l'a acheté et puis l'a fait tourner. Ouais, scanner, voilà, Kindle c'est online, donc elle l'a fait tourner, ou quelqu'un a scanné le bouquin, ça je ne sais pas. Mais donc voilà. Mais je voulais aussi dire que l'ingéniosité de certains internautes nous a vraiment fait plaisir pour faire la publicité au livre. Je pense à ce groupe sur Facebook qui s'est constitué pour traduire le livre en arabe, parce que ça c'est un vrai enjeu. L'enjeu il est là. En fait, c'est que le livre soit traduit en arabe et si possible en arija, hein, pour qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. C'est ça l'enjeu du livre. Le vrai enjeu, il est là. C'est pas les ventes, c'est ça. Et ensuite, on a beaucoup aimé le fait que des gens lisent sur YouTube les chapitres entiers du livre et mettent en ligne les lectures sur YouTube. C'est fastidieux, mais c'est vraiment ingénieux. Voilà. D'accord, je donne la parole à mon prochain intervenant. Bonsoir. En fait, par rapport aux interventions d'avant, et notamment votre commentaire là-dessus, il y a une question de logique qui s'impose, il me semble, concernant le fait que vous avez évoqué le constat d'ignorance, analphabétisme, pratiquement généralisé. Ne pensez-vous pas que la responsabilité principale de cela revient au Marzen et qu'il s'agit là plutôt d'un état des choses qui est maintenu, qui est cultivé? Bonjour Madame Gracier. Je voulais d'abord vous féliciter pour la qualité de votre ouvrage et j'ai quand même 2 petites remarques à formuler là-dessus. La première concerne, en fait, j'ai plutôt trouvé, à quelques exceptions près, votre ouvrage comme une compilation d'autres travaux journalistiques faits et publiés sur d'autres journaux marocains, comme tel quel le journal Hebdo. Et la deuxième concernait en fait un angle d'analyse utilisé dans plusieurs chapitres dans le livre qui présentait certains grands groupes français comme étant lésés au Maroc par le duo Majidi et Bohemour. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire par rapport à la situation privilégiée dont profitent plusieurs groupes français du CAC 40 au Maroc? Et pour finir, j'avais juste une petite remarque par rapport à la personne qui se gargarisait du grand chantier social qu'est l'INDH, pour lui rappeler que le budget alloué à l'INDH ne représente que la moitié du budget alloué au projet du TGV, ce qui en dit long sur le modèle de développement social prôné par ce régime. Merci. Merci. Bonjour. Premièrement, je voudrais demander à monsieur d'arrêter de jouer la carte de l'islam à tort et à travers, parce que ça lui enlève de sa valeur. Et deuxièmement, je voudrais demander votre avis sur la réforme du PJD. Quelle réforme? Je voudrais demander votre avis sur la réforme de l'audiovisuel qu'a entamé le PJD récemment. Et dans un climat où
où l'économie peine à s'en sortir. On a une dette colossale. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, le PJD sera opposé à la monarchie et que le peuple marocain devra choisir ou devra prendre parti soit vers les islamistes ou vers la monarchie? Merci. Je vais laisser Madame Gracier pour répondre. Mais avant de céder la parole, j'ai une information que je dois en fait dire à tout le monde, qu'un militant du mouvement du 20 février, Bachir Meskin, qui était un militant parmi nous, et il est rentré au Maroc et aujourd'hui il vient de se faire arrêter et tabasser par la machine de répression. Et donc la répression continue et on ne sait pas encore où ça va aller avec les condamnations des militants. Et je tiens aussi à informer qu'il y a 27 prisonniers qui sont en grève de faim, et notamment le groupe de Asdin Wissi qui sont à la 110e ou à 115e jour de grève de faim. Merci. Merci. Donc oui, moi je pense, je vois souvent sur Internet, mobilisez-vous pour un tel qui a été arrêté et torturé, un tel a porté disparu, on n'a pas de nouvelles d'un tel. C'est vraiment important que ces informations sortent et soient communiquées. Utilisez les réseaux sociaux le plus possible. C'est vraiment important que les gens soient informés de ce qui se passe au Maroc. C'est le meilleur moyen de protéger vos camarades, en tout cas. En ce qui concerne la réforme de l'audiovisuel, alors oui, effectivement, j'ai vu les grandes annonces du PJD ce matin qui étaient plus de programmes religieux que les chaînes publiques devaient annoncer officiellement les 5 prières par jour, qu'il ne fallait plus faire de publicité pour les jeux de hasard. Tout ça, entre autres, tout ça pour moi, ça relève du maquillage. Le PJD essaye de donner quelques gages à sa base électorale, qui trouve qu'il se compromet un peu beaucoup trop avec les Marzen et la monarchie, donc il faut bien donner un petit peu à cette base électorale pour pas qu'elle file, vite fait bien fait chez Al Bayersan. Mais je pense que l'essentiel n'est pas là. Le PJD a promis à ses électeurs et aux Marocains de mener une véritable lutte anticorruption. On a pu un peu le voir quand ils ont rendu public les agréments, comme par hasard le jour de la sortie du livre. Mais on souhaiterait qu'il y ait beaucoup d'initiatives comme ça, que ce soit surtout ça, qu'on essaie de mettre fin au monopole économique des entreprises royales. C'est ça la mission du PJD. Mais c'est certainement pas cette mission que leur a attribué le roi. Donc ça, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Ensuite, la personne qui disait que le Marzen maintient le peuple en ignorance, bien sûr, tout à fait. Quand on préfère construire le TGV plutôt que de construire des écoles, c'est effectivement, il y a un caprice royal, et puis derrière, il y a une stratégie qui est quand même un peu long terme, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'arrive pas à la situation de la Tunisie, qui a pu basculer relativement rapidement dans à partir du moment où ça s'est déclenché dans une révolution, parce que l'analphabétisme est inférieur à 10%, alors qu'au Maroc, il est plutôt proche de 40-45%. Donc évidemment, il y a une part de calcul, même s'il faut dire aussi, quand même reconnaître que le Maroc se développe, que l'électrification dans les douars maintenant couvre quasiment tout le territoire, qu'il y a des efforts qui sont faits, mais c'est pas assez en tout cas. Voilà, les priorités ne sont pas toujours celles que l'on pourrait croire qu'elles sont. Ensuite, sur les groupes français qui ont été lésés, c'est ça, AXA, Auchan et Danone qui a failli se faire jeter dehors. Ça, c'était quelque chose qui est arrivé en fait en 2006-2007, qui correspondait beaucoup à un jeu de pouvoir qu'il y avait au sein du Palais Royal. À savoir qu'il fallait que Hassan Bouhemou et Mounir Majidi prennent le dessus sur d'autres éléments qui pensaient au contraire que le roi devait refluer, se retirer des affaires. Donc il y avait une lutte interne. Donc, l'histoire du complot anti-français a été un moyen brillant, très fort, justement pour récupérer la totalité de ce pouvoir économique et de faire le ménage. Puis aussi, il faut dire que les précédents présidents de l'ONA avaient quand même accordé beaucoup de privilèges à ces groupes français.
quand même, bon, il fallait peut-être rééquilibrer les choses. Et puis ça a permis aussi de donner, par ces actions-là, le régime marocain, les conseillers économiques du roi, ont montré que chez eux, ils faisaient la loi, quand même. Donc voilà, je ne sais plus s'il y avait d'autres... Non, je crois que c'est bon. D'accord. Alors, on va prendre les dernières interventions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et je vous prie, s'il vous plaît, d'être très très bref, parce qu'on doit quitter la... Bonsoir. Ma question est très simple. Dire roi prédateur, on dit aussi kleptocrate, ce n'est pas spécifique au Maroc, c'était la Tunisie, c'est l'Égypte, c'est le Yémen. Le plus grand kleptocrate, ça a été aussi Kadhafi. Donc ma question est très simple. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la spécificité de cette prédation par rapport aux autres régimes arabes? Alors, cela dit, j'aimerais juste ajouter une chose. Au-delà de la qualité de votre livre en termes de chiffres et de style très, très aéré, j'ai trouvé quand même une petite insuffisance, mais je pense que c'est lié probablement aux données et à votre choix. Est-ce que vous ne pensez pas que l'aspect de redéploiement, de la manière dont ce régime se redéploie en termes d'investissement, en termes de connexion aux institutions internationales, notamment au niveau de l'Afrique, fait justement sa spécificité? C'est-à-dire qu'en Égypte, en Yémen, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, pour rebondir par rapport à mon ancien précédent, l'ancien intervenant, le fait que Banque Tijari, Wafa Bank et autres, aujourd'hui, sont devenus des investisseurs en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Guinée équatoriale, et ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas ça qui fait la nouvelle donne de ce régime et qui fait que ça lui donne une certaine spécificité? Merci. Moi j'ai une question qui est peut-être une question de fiction, mais qu'est-ce que vous dites ce qu'on entend, c'est une question d'un Français, hein, donc, ce qu'on entend souvent en France, c'est-à-dire que la monarchie, c'est peut-être une question de bateau, c'est un rempart contre le salafisme futur, donc qu'on a vu en Égypte, en Libye, peut-être en Tunisie, donc les risques à ce niveau-là. Ça ne remet pas en cause le droit et le devoir des journalistes de lever des tabous et de faire des enquêtes fouillées, bien entendu. Et juste une petite indication, je sais que l'AFP, l'agence France-Presse, a fait une dépêche sur la censure de l'interdiction d'El País et une dépêche factuelle sur votre livre. Merci. Quand vous dites qu'est-ce qui va se passer au Maroc, et moi, ça m'interpelle parce que je pense immédiatement à votre ouvrage sur la Tunisie, la région de Carthage, qui peu après a été suivie par la chute de Grèce. Et là, ça m'interpelle parce que je me dis que dans votre livre que j'ai lu d'un seul trait, je me disais, au fait, à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce qu'il est possible, en tout cas, quel est le scénario, je dirais, auquel il faut réfléchir. Et étant donné que la question est extrêmement complexe et extrêmement sensible, il me semble que dans l'analyse, il n'est pas inutile d'interpeller le contexte international et aussi le contexte interne. Et quand on pense au contexte interne, et en tant que chercheur ayant aussi fait le terrain, il y a une donne sociologique très importante. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous posez la question aux Marocains et aux Marocaines, que fait Mohamed VI? Eh bien, la majorité vous diront qu'il est derrière tous les projets, que c'est grâce à lui qu'on a ceci, que c'est grâce à lui qu'on a cela. Et là, c'est très important par rapport justement à la manipulation de l'opinion publique. Et du coup, vous avez, ça se réconforte par la donne politique, parce que de tous les temps, et les politologues l'ont très bien montré, que le Mkhzen n'a qu'un seul objectif, c'est justement instrumentaliser la démocratie
et montrer, c'est ce qu'on a vécu avec l'alternance, en tout cas conduite par les socialistes, c'est tout simplement aboutir à les décrédibiliser. Et je suis persuadée que pour le PJD, ça va être la même chose, mais on oublie que le PJD, c'est les islamistes ou les conservateurs, je ne dirais même pas les islamistes, c'est les conservateurs modérés, mais on oublie que sur le terrain, il y a quand même l'adl wal ihsan, la justice et bien, il y a aussi l'extrême gauche, qui de plus en plus a quand même des voix. Et donc, au-delà justement de ces deux donnes très importantes, il y a la donne de la réalité sociale, c'est que le soulèvement peut tout simplement venir du besoin. Du besoin, les gens ont faim, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, 5 millions vivent avec moins d'1 dollar par jour et 2 millions sont dans la précarité. C'est-à-dire, nous avons une année difficile sur le plan agricole, elles vont augmenter le nombre donc de personnes qui vivront dans la précarité totale. Et je veux donc dire, conjugué à un environnement international qui a balayé un Ben Ali, un Moubarak, un Kadhafi, moi je me pose la question, le Maroc n'est pas du tout à l'abri, et la menace est très grande, et c'est pour cela que ce livre peut quand même être pour moi une sonnette d'alarme, en tout cas pour le régime, pour justement rectifier le tir et surtout répondre à la demande sociale. Parce qu'il y a une demande sociale importante, il y a des disparités socio-économiques importantes, il y a une fragilité économique telle que si justement il n'y a pas de réponse immédiate, urgente, eh ben on risque justement de basculer vers ce qui est arrivé dans la région. Merci. Et la toute dernière question, avant de laisser la parole à Mme Kassi. J'ai à l'esprit une question qui me revient. Il y a des Marocains ici dans la salle, majoritairement. Et ce que je veux dire, c'est que on aime tous notre pays, ça c'est sûr. On ne sait pas est-ce que le Makhzen aime ou pas notre pays. On n'est pas à leur place pour être certain de l'amour qu'ils portent au pays. Mais ce que je me demande, c'est si un livre il est diffamatoire, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois on procède à une censure, voilà, pas systématique. Peut-être qu'il y a eu des cas où il y a des livres ou des articles qui sont acceptés, mais moi ce qui me surprend, j'ai essayé juste d'appliquer un raisonnement simple, et la question c'est ça en fait, j'essaie juste un petit peu de la rallonger, c'est de se demander si le livre est diffamatoire, qui porte atteinte aux valeurs de la nation, au royaume, etc. Pourquoi le Maroc n'essaie pas de porter plainte contre le livre, tout simplement? J'étais surpris que personne n'ait posé la question. Normalement, je devrais l'adresser à M. Éric Laurent, mais vu qu'il n'est pas là, et je suppose que vous pourriez un peu répondre à sa place en tant qu'auteur, parce que vous devriez un peu être fait de motivation. Pourquoi a-t-il fait ce livre? Non, je comprends parfaitement, mais en sachant qu'il a déjà écrit les mémoires du roi avec Hassan II, surtout que c'était dans un contexte qui était beaucoup moins favorable, disons, aux droits de l'homme, aux droits humains. Et c'était après les révélations sur Saz Mamar, tout ça, dans les années 90. Qu'est-ce qui l'a amené à faire évoluer sa position et à écrire ce livre aujourd'hui? Surtout que sa démarche à l'époque, si ce n'est pas de l'obséquiosité, disons qu'il y avait un peu de déférence dans sa démarche, et c'était quelqu'un qui respectait énormément le monarque en place, tout en sachant que le régime n'a fondamentalement pas changé. Voilà. Alors, deux choses. Donc, sur le volet diffamation, s'il vous plaît. Sur le volet diffamation, donc j'ai vu effectivement les grands envolées lyriques de membres de Marzen qui accusaient le bouquin d'être diffamatoire. À ce moment-là, oui, qui porte plainte en France. Qui porte plainte en France. Je ne peux rien ajouter de plus. Moi, je ne pense pas que ce bouquin soit diffamatoire, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'éléments qui soient spécialement faux. Et je pense aussi que les grands procès, comme ça, doivent attirer l'attention et faire attention, parce que j'ai en mémoire Madame Leïla Ben Ali, qui a voulu faire interdire la régente de Carthage,
et qui en retour a été dégoûté et nous a permis de sortir encore plus de documents sur le régime de Ben Ali. Mais jusqu'ici, en ce qui concerne le palais marocain, on n'a eu aucun démenti. On a juste su que Mohamed VI n'avait pas lu le livre, mais qu'il ne comprenait pas le titre. C'est-à-dire que Mohamed VI ne comprend pas pourquoi on dit que c'est un prédateur. Donc je pense qu'il a quand même beaucoup de chemin à faire dans sa tête avant de porter plainte. En ce qui concerne Éric Laurent, donc effectivement c'est une question qui revient de manière très récurrente, à savoir qu'il y a des lecteurs qui ne comprennent pas comment on peut, 20 ans d'intervalle, ou 10 ans, enfin je ne sais plus, écrire deux livres totalement différents. Donc c'est une question que j'ai moi-même aussi posée à Éric. Donc Éric dit sur Hassan II, il a interviewé le monarque pendant de longues interviews. C'était un personnage absolument fascinant. Mais le jour où Hassan II est mort, il n'est plus jamais revenu au Maroc, et deux, n'a plus jamais eu le moindre contact avec la famille royale marocaine. Et pour connaître bien Éric, je sais que c'est quelqu'un qui garde son indépendance. C'est pas parce qu'il fait un bouquin d'entretien avec un chef d'État qui cautionnait les pratiques de Hassan II, notamment en matière de droits de l'homme. Moi, il m'a dit qu'il a eu des conversations très chaudes avec Hassan II à ce sujet et qu'il n'était pas du tout d'accord avec lui sur la manière dont les gens étaient torturés, assassinés, embastillés et emmurés vivement dans des bagnes. Et ça, ils ont eu des explications sur ça. Maintenant, je ne sais pas si un jour Éric sortira ou non le reste des mémoires de Hassan II. Ça, je ne sais pas, je ne me prononce pas. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, ça n'empêche pas Éric de porter un regard critique et lucide sur ce qui reste de l'héritage de Hassan II, l'héritage politique évidemment, parce qu'en matière de droits de l'homme, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Ça n'empêche pas du tout Éric d'être critique envers le fils de Hassan II. Il n'y avait pas de lien entre eux, en réalité. Voilà, ensuite il y avait une que faire maintenant, madame. Je pense que vous résumez bien la situation. Maintenant, je vais vous répondre que moi, d'abord, je suis française, je ne suis pas marocaine, et je suis juste journaliste. Je pense que maintenant, la suite, c'est à vous, Marocains, de l'écrire. Et je pense que c'est pas à nous. Abat les traîtres marocains! Abat les traîtres marocains! Vive la révolution marocaine! On va laisser Mme Dassé terminer avant de conclure, s'il vous plaît. Je pense qu'effectivement le régime est arrivé à un tournant aujourd'hui, une forme de fragilité politique, fragilité financière, dégradation très sérieuse des finances publiques, grogne sociale qui augmente, qui va crescendo. Donc effectivement on approche d'un tournant. Maintenant, en tant que Française, comprenez-moi, c'est pas à moi de dire ce que je souhaiterais pour le Maroc, même si j'ai mon avis, à titre personnel. Mais voilà, je pense que c'est à vous, Marocains, de décider de l'avenir de votre pays, tout simplement. Ensuite, la question, le monarchie est-elle un rempart contre l'islamisme? Donc c'est effectivement quelque chose qu'on disait de Ben Ali et dans une moindre mesure de Kadhafi. Je pense qu'en ce qui concerne le Maroc, c'est plus vrai. C'est plus d'actualité depuis le jour où Mohamed VI a nommé un Premier ministre PJD. Voilà. Islamiste modéré, très bien élevé, pro-monarchiste, mais néanmoins un positionnement quand même très conservateur, voire un peu islamiste. Donc cet argument ne tient plus depuis que Mohamed VI a nommé un Premier ministre islamiste, à mes yeux. En ce qui concerne la dépêche de l'AFP, effectivement, l'agence France-Presse avait fait une dépêche de l'interdiction d'El País, mais n'avait pas spécialement fait une dépêche sur le bouquin quand il est sorti. Il l'avait fait? D'accord, désolé, nous ne l'avions probablement pas vu, mais ils avaient noté l'interdiction dans El País, qui avait d'ailleurs suscité l'indignation jusqu'en Argentine et en Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne la spécificité du Maroc, qui était la première, la question de monsieur,
Et notamment, est-ce que c'était une dimension africaine de Mohamed VI, c'est ça? Ma première question. Oui, la spécificité du régime marocain. La spécificité de la prédation. Voilà, la spécificité de la prédation du Maroc de Mohamed VI, moi je pense que c'est d'avoir fait des Marocains des clients. C'est ça la spécificité. Le régime de Ben Ali, c'était du racket. Quand il y avait une entreprise qui faisait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, et ben, il y avait la mère Ben Ali qui arrivait et qui volait l'affaire, qui volait le business. Au Maroc, on n'a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas du tout. Là, on est dans une prédation légalisée, en quelque sorte, où les Marocains ne peuvent consommer en grande partie que des produits qui appartiennent à Sa Majesté, qui sont produits par les entreprises de Sa Majesté, dans certains secteurs. Pas tous, bien sûr, dans certains secteurs clés de l'économie. Pour moi, c'est ça la spécificité de la prédation de Mohamed VI. Ensuite, en ce qui concerne la dimension africaine, c'est sûr qu'elle est plus présente sous Mohamed VI que sous Hassan II. Il y avait le regard davantage tourné vers ce qui pouvait se passer sur la scène du conflit israélo-palestinien. C'est certain. Mohamed VI a des liens forts avec certains chefs d'État africains, qui sont des relations basées sur l'argent, on le sait aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire si ça tient ou non d'une volonté du monarque. J'ai mis des doutes dans la mesure où il est très absent des grandes questions internationales. Donc pourquoi le serait-il sur l'Afrique? Je ne vois pas pourquoi. Je sais spécifiquement en ce qui concerne l'Afrique qu'il y a d'excellents diplomates marocains qui travaillent sur ces questions et qui pratiquent une diplomatie qui englobe influence politique, lobbying et business. Voilà. Alors est-ce que ça ne découlerait pas plutôt de là? Je ne sais pas, mais peut-être. Voilà. Donc, avant de terminer, je rappelle encore qu'un collègue du mouvement du 20 février Paris-Île-de-France a été arrêté aujourd'hui dans un sit-in de Diplomation à Rabat, et je viens d'apprendre aussi qu'il a été tabassé violemment. Donc, je conclus par vous remercier d'avoir répondu présent à notre conférence. Je renouvelle mon remerciement à Madame Gracier d'avoir répondu favorablement. Il y a un budget à votre disposition et toute participation est la bienvenue parce que contrairement à ce qu'on dit sur le mouvement, on est financé de nulle part. Merci.